Baptiste est vraiment un coach comme on n'en voit plus. On voit de plus en plus rarement des personnes qui vont te dire la vérité sur la réalité de ta situation. Baptiste, son truc, c'est de rajouter du kiff dans la vie des gens et que ce kiff se transforme en résultat tangible dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Il a monté une équipe de coachs extraordinaire pour aider les personnes en face de lui à avoir les résultats, mais surtout, il n'a pas sa langue dans sa poche. Dans cet entretien de parole de coach, on va parler du marché du coaching, on va parler de l'État français, je ne sais pas comment on en est arrivé là, on va parler des impôts, on va parler de ce que l'État est là pour faire pour nous, mais surtout on va parler de ce que c'est un bon coach, de quelles sont les bonnes pratiques, et surtout quelles sont les pratiques à bannir définitivement du marché du coaching. Tu vas réussir à voir ce qui s'est passé avant sur le marché, qu'est-ce que le marché est en train de devenir aujourd'hui, et surtout, selon Baptiste et moi, quel est le futur de l'industrie du coaching. Je t'en dis pas plus et je te laisse avec cet entretien de parole de coach. A tout de suite. On va commencer tout de suite, très fort, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, me dire comment toi, t'en es arrivé au coaching? Parce que j'imagine que tu avais d'autres choses avant. Et il y a assez peu de gens, surtout dans nos tranches d'âge, qui sont rentrés directement dans le coaching. Comment t'en es arrivé là? Alors, j'aime bien ton expression rentrer dans le coaching. Moi, c'est plus le coaching qui m'est rentré dedans. Donc, en fait, si tu veux, moi, j'étais étudiant en fac de psychologie. Donc, déjà, j'avais un petit peu ce background Mmh. de je vais aider les gens, je vais leur apporter quelque chose, etc. Parce que j'étais celui Ouais. qui conseille bien, mais qui applique pas les conseils pour lui. Voilà, donc le régal dans sa vie. Et un jour, je devais aller à la fac et ça faisait, allez, 4 5 mois que j'y allais plus parce que je séchais, parce que j'avais la flemme de faire les trajets le matin, parce que, La fac? voilà, la fac, comme tu le sais, le matin, je me lève pas super tôt. Et il y a un jour, il doit être 4h30, 5h du matin, syndrome Jérémy Coleman, je me lève tôt, tu vois. Et il y a un truc qui m'appelle, qui me dit, aujourd'hui, il faut que tu ailles à la fac. Je ne sais pas t'expliquer Mhm. pourquoi, comment, machin. Je suis appelé par ça. Je m'habille, j'y vais. Et quand j'arrive à la gare, donc à Monaco pour aller sur Nice, donc je croise toute la rat race. Il y a 200, peut-être 300 personnes qui marchent en mode automatique. On dirait que la colonne vertébrale, elle est dévissée. Ils sont comme ça quand ils marchent. Enfin, c'est déprimant. Ouais. Et, euh, et je vois une femme qui est assise par terre, qui est en train de pleurer. Et, euh, et en fait, mon cerveau, il tilt et je me dis, putain, mais il y a 300 personnes qui passent à côté de cette personne. Tout le monde s'en bat les couilles. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le but Mhm. de la vie en fait? Est-ce que le but c'est d'être comme ça, d'être matrixé complètement, au point de carrément négliger un être humain qui est en train de pleurer à côté d'eux parce que eux ils ont besoin d'aller faire leur 8-17. Donc du coup, je vais voir cette femme. Je lui pose plein de questions et en fait, je la coach sans savoir que je la coach. Donc là, j'en suis au point où dans ma vie, c'est pas tout rose non plus. Et donc on parle, je m'intéresse à elle, machin. Aujourd'hui, elle a un business, elle vit de sa passion, elle est trop contente et tout, elle voyage beaucoup. Donc là, au moment où je te parle, on n'est plus en bon terme, donc je vais pas citer son nom. C'est des choses qui arrivent. Mais ce jour-là, en fait, je suis rentré chez moi, je suis pas allé à la fac et je me suis dit, il faut absolument que je trouve ce que je viens de faire. Est-ce que c'est possible d'être payé pour faire ce que je viens de faire? Parce que là, j'ai senti que ça me remplissait, alors qu'à la fac, ça me remplissait pas du tout. Les profs, ils sont déprimés qui s'en peuvent plus. Donc j'ai creusé, j'ai tapé sur Google art de poser des questions. Donc je suis vite tombé Mhm. sur la questiologie, les machins, les trucs, et je me suis rapproché petit à petit du coaching. Et après, je me suis dit, ok, vachement intéressant comme métier, il y a juste à poser des questions, s'intéresser, on est payé pour ça. Donc c'était un petit peu idéalisé dans ma tête. Après, je suis allé en école de coaching. Là où j'étais pourri à la fac, je suis arrivé premier de ma promo, alors j'étais plus jeune, 2 fois d'affilée, pardon. Et je me suis dit, ok, t'es excellent là-dedans, comment ça se fait alors qu'à la base des études, t'es pourri? En fait, je me suis dit, bah là, en fait, j'aime ce que je fais. Et donc, je suis bon naturellement là-dedans. Donc voilà, c'est comme ça que le coaching, il m'est un petit peu rentré dans la gueule. Je m'attendais pas du tout à faire ce métier à la base. Je pensais être psychologue, psychanalyste ou peut-être psychiatre. Métiers qui sont pas très joyeux pour avoir vu un petit peu les coulisses. Donc, Joli. ouais, c'est un style. Donc, du coup, voilà, je me suis lancé dans le coaching comme ça. Mhm. Ça m'a grave plu. J'ai monté mon entreprise petit à petit. J'ai fait ma traversée du désert comme tout le monde. Et puis, aujourd'hui, bah, tout se passe super bien. Je suis super content. Je vis de mon activité plus que bien. Donc voilà. C'est très cool. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé quand tu es arrivé dans ce marché du coaching, parce que enfin, quand on le connaît pas, tu vois, as l'impression d'entrer dans un nouveau monde, c'est la matrice, c'est une secte, c'est un truc, il y a des mots qu'on comprend pas, etc. Tout le monde a l'air de se connaître. Quelle est la première chose qui t'a frappé quand tu rentres dans ce monde du coaching? Bah, c'est que les gens, ils ont l'air de comprendre l'être humain tous. Quand tu es débutant, tu te dis, ouais, ils ont tous une expertise de fou, ils comprennent tout, ils savent expliquer n'importe quel comportement et tout. Et après, alors malheureusement, ça, c'est ce que tu as au début. Après, plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est de la surface complètement. Il n'y a pas de profondeur dans beaucoup de Mm. choses.
je vais pas citer de nom, mais je pense que tu vois de qui je parle. Il y en a qui restent vraiment dans des contenus qui sont très chiadés, très travaillés, très quali, mais derrière le fond est pas forcément dinguissime et Mhm. il n'y a pas de valeur derrière finalement, sauf passer un bon moment audiovisuel, mais sinon c'est pas ouf. Et voilà, mais il y a vraiment eu ce waouh, ils comprennent tout ces gens-là, et je les ai vraiment divinisés. J'ai vraiment adoré ce que j'écoutais et tout parce que je me suis senti compris. Et aujourd'hui, ce qui me fait un petit peu de peine, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est que je me dis que maintenant, ce qui a fait que moi je suis rentré dans ce milieu-là, aujourd'hui, c'est plus un piège marketing utilisé par beaucoup. Et c'est plus juste une vraie expertise où effectivement je comprends les gens, etc. Mhm. C'est juste, je sais quel levier appuyer pour que tu m'achètes. Et ça me peine un petit peu. Après, voilà, c'est encore un autre débat, mais Je vois de plus en plus de personnes arriver chez moi, je pense que tu as les mêmes qui arrivent chez toi, et qui disent j'aime pas ce que je fais, je veux me reconvertir, j'aime bien écouter les autres, donc je pense que je peux être un bon coach. Je grince un peu des dents, au même titre que quand j'ai des gens qui me disent je veux être business coach. Je fais, t'as fait quoi avant? Ben, rien. J'ai jamais monté de boîte, jamais réussi de boîte, j'ai jamais fait de marketing, j'ai jamais bossé en entreprise, en marketing, en com, en vente, en n'importe, peu importe. Tu vois. Tu peux être business coach avec plein d'angles différents. Mais... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tellement vendu le coaching comme quelque chose qui est à la portée de tous, ce qui sur le papier est vrai, hein, cela dit. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est à la portée de tous ceux qui ont une compétence et qui sont capables de la transmettre ensuite. Et en fait, la vérité, c'est qu'on ne parle pas du tout de coaching, on parle d'accompagnement, puisque le coaching, c'est une méthode à part entière. Toi, tu l'as appris à l'école. Moi, je m'y suis un peu formé, mais au final, moi, j'en fais très peu, puisque moi, je fais du mentorat, de l'accompagnement marketing, etc. Je ne fais pas de vrai coaching, j'ai embauché des coachs pour ça. Et j'ai l'impression que tout le monde croit que n'importe qui peut devenir coach, en fait, et que c'est un peu problématique aujourd'hui. ah oui, c'est clairement un problème. Pour moi, c'est clairement un problème parce que il y a l'appât du gain. C'est facile de vendre du coaching quand on a les bases en marketing et qu'on a Ouais. une vision entre guillemets. C'est facile à vendre. Après, le truc, c'est que tu te retrouves avec plein de gens qui peut-être viennent te voir toi aussi, moi j'en ai beaucoup, qui disent j'ai été coaché par un tel, un tel, un tel, il n'y a jamais rien qui s'est passé, je comprends pas pourquoi. Pas parce que tu as juste mal été coaché en fait, parce que tu n'es pas avec des coachs, tu es avec des gens qui croyaient comprendre ce que c'était le coaching, alors qu'ils ont juste ouvert un bouquin de John Whitmore, l'art du coaching, voilà, et ils pensent qu'ils connaissent le métier. Euh, c'est un peu comme des gens, tu vois, j'aime bien la métaphore de c'est pas parce que tu as soufflé une bougie d'anniversaire et que tu as été un feu que tu es pompier. Euh, Mm. Bah, les coachs, c'est pareil. C'est pas parce que tu as donné trois bons conseils à ta mère parce que elle s'est disputée avec papa que ça y est, tout va bien. Tu t'es coach. C'est plus compliqué que ça, c'est Ouais, plus subtil. Il y a plein d'outils. bien sûr. Et voilà. Je trouve que c'est assez facile après de reconnaître un mauvais coach quand on est bon coach, justement. Autant Mm. toi que moi, je pense qu'on a des facilités justement à reconnaître ces gens-là. Après, voilà, on a peut-être un devoir aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais d'alerter entre guillemets sur comment tu reconnais une bonne personne pour t'accompagner, comment est-ce que tu sens aussi que il peut se passer de la magie avec la personne, ou au contraire que ça peut mal se passer parce qu'il n'y a pas eu de compétences derrière, quoi. Bien sûr. Ah, moi, j'identifie un peu toujours sur la même chose, hein. Si la personne elle fait de l'accompagnement business, en fait, c'est qu'est-ce qu'elle a accompli. Elle n'est pas obligée de l'avoir fait elle-même, hein. Ça veut dire qu'elle l'a fait avec d'autres, pour d'autres, etc. Track record, point barre. En business, purement et simplement track record, je ne veux rien savoir d'autre de toute façon. Et après, sur toute la partie accompagnement humain, finalement, c'est quelles sont ses compétences, quelle est son expérience, comment elle décrirait telle ou telle situation. Et tu vois, je vais creuser un peu, la questionner. Mais j'ai l'impression que tout ça part d'un autre problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché francophone, on ne fait plus la différence entre coaching, mentorat, accompagnement, consulting. Et moi, j'ai eu l'expérience il y a quelques mois de ça, je crois, un truc comme ça, où j'ai une personne qui, dans un poste, sans trop citer mon nom, mais je savais très bien que c'est de moi qu'elle parlait, encensait Nicolas Gétin comme étant un coach extraordinaire en disant pas comme certains, machin, qui se veulent. Le problème, en fait, c'est que Nicolas, c'est un entre guillemets, vrai coach. Il est formé au coaching. Son métier, c'est vraiment de coacher les humains, tu vois. Et il arrive à débloquer des situations business grâce à ça parce qu'il est bon, toute chose mise à part. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Enfin, moi, c'est un humain merveilleux que j'aime beaucoup. Moi, je suis pas coach. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme si, je sais pas, tu vois, je suis pompier et il y a quelqu'un qui dit ouais, tout le monde est meilleur policier que Jérémy. Bah oui, oui, bien évidemment. C'est pas mon métier. Et je pense que des situations comme ça, on va en voir de plus en plus parce qu'il y a un vrai problème sur quels sont les différents métiers, comment on les définit. Et j'ai l'impression que ça vient du fait qu'en fait, aujourd'hui, personne ne comprend rien. Et donc, tout le monde met coaching parce que c'est ça qui se vend. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en pense comme toi, effectivement. Déjà,
comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui font comparer des métiers qui n'ont rien à voir. Un mentor, c'est pas un coach c'est pas Ouais, un psychologue, c'est pas un ouais, thérapeute. complètement. Enfin, oui, c'est un thérapeute, mais bon, voilà. Enfin, il y a beaucoup de comparaisons qui se font de plus en plus. Par comparaison, il y a aussi concurrence. Donc forcément, c'est à celui qui va trouver la meilleure appellation. C'est pour ça qu'on voit des trucs de plus en plus perchés aussi. Les éveilleurs d'âme, les appels de Sur les- clarté, les ils, ils trucs. sont, ils sont sur LinkedIn. Ils sont sur LinkedIn, Ils les sont sur meilleurs. LinkedIn. C'est extraordinaire. Ah ouais, il y a des très très bons. Donc il y a de ça. Après, bon, c'est comme je disais, moi, je prends vraiment ça comme un devoir professionnel et personnel, c'est de dire aux gens, voilà pourquoi je suis coach, en quoi je suis légitime aussi d'être coach, Mhm. sans avoir besoin de se prouver quelque chose. De toute façon, les gens, ils vont être attirés par toi, par ton énergie aussi. Donc, euh, donc voilà. Après, comme je disais, il y a vraiment cette question de reconnaître en fait ceux qui savent pas faire leur métier, et c'est pas si compliqué. Il y a juste à connaître un petit peu, voilà, comme tu disais, il y a les compétences, track record, savoir ce qu'ils ont fait, qui est-ce qu'ils fréquentent, auprès de qui ils se forment. Est-ce qu'ils se forment déjà, tout simplement? Comment? Quelle est leur vision du coaching? Enfin, il y a beaucoup de questions à leur poser. Et puis voilà. Après, voilà, où est-ce que va le marché? Dur de dire. Dur de dire. Dans tous les cas, dans un marché plus humain, ça c'est sûr. D'ailleurs, je faisais une vidéo il n'y a pas longtemps, je parlais des prédictions pour 2022 que je sortirai bientôt, où je parle de ça, où je dis justement que le business, soit il va être humain dans les années qui viennent, soit il ne sera plus. Parce que maintenant, on n'achète plus une marque, on achète un humain, on achète une énergie, on achète aussi de l'attention. Moi, je vais payer un coach parce qu'il va s'occuper de moi en one-one et pas parce qu'il a fait 10 millions avec un tel et 100 millions avec un autre. Donc, il y a vraiment cette idée de matching humain. Donc, de toute façon, celui qui fait du coaching parce que c'est un bon créneau, parce qu'il y a moyen de se faire de l'oseille facile avec et parce que ça vend, ça va durer un an, peut-être deux, trois ans. Au bout d'un moment, ça tiendra Ouais. plus debout. Ils sont Et cramés avant en général. ouais. Donc, c'est une question de À, temps, en fait. Le tri va se faire. à côté de ça, on voit effectivement le tri qui est en train de se faire, le marché qui est en train de s'écrémer. J'en parlais dans une interview précédente et je disais que en fait, tout ça, c'est aussi drivé par nos institutions juridiques, politiques, économiques qui sont en train de mettre le doigt sur toutes ces pratiques et qui sont en train de les condamner. Il n'y a pas encore eu de grosses condamnations en Europe. Il y en a eu aux États-Unis, il y a eu des condamnations avec des années de prison, avec des millions et des millions d'amendes, etc. C'est en train d'arriver en France. On a vu les appels, la vente sous pression commencer à disparaître. Il était temps, hein, parce que faire pleurer les gens au téléphone pour qu'ils signent, excuse-moi, mais hein, c'est Ouais. juste malhonnête. On a vu le high ticket commencer à se détendre du slip un petit peu. Il était temps aussi, hein, parce qu'un débutant qui a 18 ans, qui n'a pas d'argent et à qui on voit un coaching à 500 000 euros, il faut arrêter les conneries. J'ai l'impression qu'en fait, toutes ces dérives, toutes ces choses un peu sales, parce que bah, au début, c'était le Far West, c'était les cowboys, un peu tout le monde pouvait faire du coaching n'importe comment. On a vu des choses vraiment dégueulasses et j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse crise de confiance. Moi, j'appelle ça comme ça. Et j'ai l'impression que là, tout doucement, on rentre dans l'ère du bon produit, l'ère du focus client, du focus résultat client, l'ère du produit qui dit ce qu'il est. Parce que oui, il y a de la formation, oui, il y a du coaching, oui, il y a de l'accompagnement, oui, il y a des mentors, oui, il y a des formateurs, etc. Et avec vraiment une problématique de comment on fait pour que les clients ils aient des résultats. Je l'ai vu chez toi, dans les produits que tu viens de lancer récemment. C'est ce que j'essaie d'amener chez moi. Je le vois chez pas mal d'acteurs du marché. On commence à voir de plus en plus plusieurs coachs pour un même étudiant, etc. Tout simplement parce qu'en fait, on se rend compte qu'il est temps de s'occuper vraiment de ses clients, de leur faire avoir des résultats et donc pour ça, de les débloquer. Et qu'en fait, souvent, une personne, ça ne suffit pas parce qu'une personne n'aura qu'un angle. Est-ce que c'est ce que tu as expérimenté toi aussi? Est-ce que tu as observé tout ça? On s'en rend compte là, du coup, bah, on a le programme Zero à 10 qu'on est en train de lancer. Ouais. Du coup, on met comme tu disais 5 coachs pour un client à chaque fois. Mmh. Et on se dit, bah, effectivement, et tu le dis aussi dans un post où tu m'avais mentionné, je me souviens, que t'es pas bon dans tout. Euh, et il faut avoir, comme tu dis, plusieurs angles pour la même Ouais. personne, parce que la personne a, elle, plusieurs angles aussi à explorer. Donc, Ouais, il je suis faut les d'accord. bons explorateurs pour ça. Donc, ouais, je pense qu'il y a un essor, effectivement, de ce qui est bon. Tout ce qui est bon va commencer à monter, tout ce qui est pourri va commencer à faire office de base. Ce sera le filtre en fait d'entrée. Euh, donc il y a cette épuration, comme tu dis, du marketing qui force, où tu vends, où tu envoies des copier-coller, où tu appelles, où tu fais pleurer au téléphone, où tu fais vendre ta bagnole au téléphone pour te payer un truc. Euh, des trucs voilà, qui sont... Et Ça a été je vois valorisé, ta ça en tête, c'est plus, hein. indécent. Non, mais ça a été Ouais, ouais. valorisé. Moi, j'ai vu des gens qui disaient aux prospects, si tu n'es pas prêt à prendre un crédit et à ruiner ta mère pour investir, c'est que tu n'as pas vraiment envie de réussir. Euh, Ouais, Niveau manipulation sectaire, on est pas mal, hein. ça, au niveau. Les Non, non, témoins c'est de chaud. Jéhovah n'ont qu'à bien se tenir à côté, hein. Non, c'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que ça, c'est dit par des gens que tout le monde suit. En fait, je cite encore une fois pas de nom, mais tu prends
l'un de ceux qui se prétend comme le closer francophone, qui sera sûrement reconnu par des gens qui nous écoutent, c'est un peu ce qu'il valorise. Au moins ce qu'il a déjà valorisé. J'ai un de mes clients qui a eu un coup de téléphone avec lui. Pareil, il a fini en pleurs. Le gars, il sort des forces spéciales. Il a un mindset de malade et tout. Pour qu'on le fasse pleurer lui au téléphone, il fallait quand même pousser loin. Bah, il a poussé loin. Enfin, je veux dire, ça déconne de ouf. Il y a un putain de grain de sable dans la matrice, en fait. Ça va pas. C'est aberrant. Moi, perso, ce genre de personne, j'ai envie de leur casser le téléphone sur la tête. Ouais. Je ne suis pas un petit moine de lumière, moi. Moi, je suis un petit con, tu sais bien. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Est-ce qu'il y a tellement de gens qui veulent vendre la même chose sur ce marché que c'est devenu la ruée vers l'or et que en fait, les gens sont obligés de faire de plus en plus sale pour y arriver? Je ne comprends pas en fait, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on peut faire des choses extraordinaires et gagner de l'argent, avoir une entreprise pérenne sans en arriver là. Ouais, Et mais c'est plus dur. c'est une solution court-termiste en fait. C'est ça. C'est plus dur en fait. Quand tu veux faire un business qui est éthique déjà, même si c'est un mot qui est réutilisé à chaque fois, je Ouais. sais qu'on l'intègre tous les deux correctement. Euh, c'est bien sûr que c'est long terme de faire un business qui est éthique, qui fonctionne bien, qui marche à fond et tout. Mais tu fais pas tes premiers euros tout de suite parce que bah il faut que tu crées de la confiance avec les gens, il faut que tu crées vraiment de la valeur, il faut que Faut tu être te bon. formes. Ouais, faut être bon aussi, tout simplement. Juste en fait, faut être bon. Et bon, pas dans ton marketing, hein, bon dans ton métier. Ouais, ouais, Une clairement, fois que tu es bon dans ton métier, tu as juste à trouver un client, avoir des résultats avec lui, il va t'en recommander deux autres, et ainsi de suite, quoi. carrément. Moi, je disais à mes équipes il n'y a pas longtemps, et je sais que ça, c'est un truc que tu rejoins, tu vois. Tant qu'on ne sera pas capable d'avoir une croissance infinie juste sur le bouche à oreille et le référent, ça veut dire qu'on ne sera pas encore assez bon. Point. Carrément. Voilà où est-ce que tu estimes que ton produit est assez bon. Il peut croître tout seul. Ah oui, carrément. Je suis complètement d'accord. Bah, c'est pour ça qu'un MLM ça marche pas parce que il faut quelqu'un pour vendre l'aloe vera à chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et je trouve que le MLM est un bon exemple par rapport à cette notion de valeur de produit. Quand le produit n'a pas de valeur et que toi tu dois pousser derrière pour qu'il fonctionne, Oui. forcément que ça se vendra pas. Et forcément qu'il faudra toujours aller rendre ça plus facile, encore plus court-termiste à chaque fois, où je t'envoie un copier-coller, je m'en fous de ta gueule, mais juste je veux que tu achètes mon truc. Ça peut pas marcher en fait. Donc Mm. ouais, c'est le court terme contre le long terme en fait. C'est un peu le combat qui se fait. Les gens, on est dans une société où on consomme de plus en plus et de plus en plus vite. Et toute cette vague de coach là qui profite un peu de la vague, c'est le McDonald's du coaching en fait. Tu viens, tu bouffes, tu t'en vas. Voilà, il y a la partie fast-food et il y a la partie gastronomique. Ouais. Toi comme moi, je pense qu'on est plutôt côté gastronomique. On sait bien faire à Essaye. manger, mais on prend le temps de cuisiner. On choisit les bons ingrédients, on prend les bons clients, et puis et ça se passe bien. Et derrière, bah, tu as McDo, ça crée des futurs obèses du coaching qui vont dire bah, en fait, le coaching, c'est une arnaque, ça marche pas. Et ça donne l'image un petit peu qu'on a en France, moins aux États-Unis, mais en France, c'est pas ouf quoi. Ouais, mais aux États-Unis, quand tu observes le microcosme du coaching, tu as l'impression que c'est extraordinaire, mais quand tu regardes ce que les gens autour ils en pensent, de toute façon, c'est la même chose, hein. Mm, Après, les Américains, ils sont moins critiques que les Européens. Tu regardes une pub américaine, en dessous, tout le monde dit ouais, c'est génial, c'est trop bien, mais personne qui achète. En France, il y a tout le monde qui dit ouais, t'es qu'un connard, ils n'achètent pas non plus. Ouais, le résultat est le même, tu vois. ouais, autant dire que c'est bien. Ouais, non, c'est un peu. Alors, pour l'anecdote, j'ai pris il n'y a pas longtemps un consultant sales pour analyser, en fait, si tu veux, tout notre process de vente, comment on propose nos produits, comment ça fonctionne en interne, quelle typologie de clients on a, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cette typologie de clients pour mieux les aider et mieux les transformer en clients chez nous, bien entendu, etc. J'ai payé relativement cher pour que le mec, au bout de 3 semaines, il me fasse un feedback complet. Il me dit bon, bah, alors la conclusion, en fait, c'est qu'il faut encore améliorer le produit. Merci. Et tu vois, J'aurais pas trouvé tout seul. non, non, mais il a raison en fait. C'est juste qu'il m'a dit vos process de vente sont nickel. Si tu veux augmenter tes taux de conversion, fais un encore meilleur produit en fait. Ouais, carrément, ça Et, semble évident. ça semble évident, mais tu vois, c'est des fois il faut payer des gens pour qu'ils viennent te mettre le nez dans le caca. On a un produit que j'estime déjà bon. On a de l'équipe coach, on a du one-one, de la formation, bref, on a tout ce que tu veux dedans. On a le truc, c'est une boîte à outils. Mais il m'a dit, certes, vous êtes déjà bon sur le marché, mais si tu veux être le meilleur, en fait, c'est pas tes process de vente qu'il faut que tu améliores, c'est ton produit. Et c'est la première fois que quelqu'un dont le métier c'est la vente me dit ça. Et je trouve ça extraordinaire. Et je trouve que c'est assez significatif finalement de la direction que prend le marché du coaching dans l'ensemble. Puisqu'on le voit en fait, le programme que tu viens de lancer 0 à 10K, bah, en fait, si les clients ils n'ont pas atteint l'objectif à date, vous continuez de les accompagner. Nous, chez nous, on a plutôt mis des garanties satisfaisantes rembourser sur les programmes. Il y a des choses comme ça en fait qui sont en train de se mettre en place. Et j'ai l'impression que même les plus gros acteurs du marché sont obligés quelque part
de s'aligner parce qu'il y a entre guillemets des petits cons comme nous. Alors bon, nous, on fait partie des petits parmi les grands, hein. Mais du coup, en fait, on arrive, on disrupte le truc, on fait ça, c'est pas propre, ça, on va faire mieux. Et quelque part, les standards, ils sont en train de s'élever. Et je trouve qu'il était temps, en fait. Après, c'est aussi dans la démarche qu'on a, c'est que pour le coup, là où les plus grands, ils commencent à penser vraiment renta, tunnel de vente, scaling, etc. Nous, on se dit comment est-ce qu'on fait pour que le client il se régale avec nous et qu'il ait vraiment ses résultats. Et c'est pour ça que la démarche, autant de ton côté avec les garanties satisfaisantes remboursées, autant du mien avec garantie au résultat, euh, forcément que les grands ils vont s'inquiéter de nous, au point que j'en ai eu un qui a un prénom qui commence par la même lettre que le tien, qui a un énorme business sur le marché francophone, qui est venu me demander conseil justement, comment tu vas faire satisfaire ta garantie et tout, c'est risqué, c'est quoi ta stratégie, machin. Alors je me disais, mais c'est un gars, moi, que j'adore, je kiffe interviewer, qui, chaque fois qu'il poste un truc, je lis parce que c'est des pépites. Et je me dis, effectivement, si juste par le fait de promettre aux gens que tu vas leur amener des résultats, ce qui devrait en fait à la base être normal, tu inquiètes les plus gros du marché, c'est que le marché, il est un peu malade quand même. Il y a un petit peu un cancer qui se fait. Et ce cancer, c'est, je pense, la rentabilité. C'est pas mal de faire de l'argent avec ton produit, mais il faut que l'argent que tu fais avec ton produit, ce soit juste la conséquence en fait de la qualité De du la produit, valeur que et tu pas juste apportes. parce que, ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Et c'est là que des fois, on prend les choses à l'envers, on dit je veux avoir de l'argent. Ou alors je veux avoir de l'impact. Non, en fait, les deux sont des conséquences. Les gens qui arrivent chez moi en disant je veux de l'impact, c'est bullshit de ouf, tu veux de l'argent, on le sait tous. Les gens qui arrivent en disant je veux de l'argent, ouais, alors ça tombe, ça pleut pas des arbres, hein. Et en fait, pourtant, c'est tellement con. Et toutes les industries le comprennent, hein. Visiblement, le coaching, il n'est pas encore assez mature là-dessus. C'est trouve un problème, résous-le mieux que les autres. Ouais, c'est tout. C'est aussi con que ça. B.A.-ba de l'entrepreneuriat, quelque part, hein, et de toutes les marques et les entreprises qui fonctionnent, tu vois. Et ensuite, développe. Ouais. Après, le truc, c'est que maintenant, c'est difficile de dire ça. Enfin, tu dis ça, les gens vont se dire, ouais, c'est évident, mais il y a sûrement un truc derrière, sûrement un secret, il y a sûrement une technique, il y a sûrement un Un secret, il hack faut ou un être truc comme meilleur, ça. c'est tout. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est un peu le paradoxe, je trouve, du monde du coaching, c'est que tu peux dire clairement la solution, comme toi, tu le fais si bien. Trouve un problème, propose la solution, délivre-la, fais en sorte que ton client il est sur un résultat, il est content. Euh, et les gens, ils se disent, bah, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais je pense qu'il y a un petit peu cette mentalité de, il faut que ce soit compliqué pour que ce soit vrai. Ça, c'est français, Et ça c'est c'est tellement français de ouf. français. Ouais, Il faut que ce soit difficile, on travaille dur pour y arriver, pour mériter notre argent. Il y a c'est trop entre-temps, il y a eu triste. la révolution industrielle, c'est fini, tu vois. Enfin, si tu veux, c'est le travail égal capital, c'est fini, tu vois. Enfin, aujourd'hui, on a les médias, on a le code, on a la compétence, on a l'intellect, on a un million de choses qui se scalent bien mieux que les heures de travail, en fait. Ah, de dingue, de dingue. On est Mais resté bloqué. ouais, ouais, malheureusement, ouais. Mais c'est l'environnement, et je pense que après, il y a, sans partir dans le complotisme, il y a aussi l'étape que ça arrange, justement, parce que Oui. tu es entrepreneur, tu fais ton argent tout seul, tu sors un petit peu du système, pas complètement parce que tu restes dépendant d'une manière, mais tu sors beaucoup du système. Euh, Eux, ils y perdent en fait. Ils y perdent en rentrée d'argent, sauf TVA, impôts, etc. Mais sinon, voilà. Et plus les gens sortent du système, plus le système il se dévalorise et il perd Mmh. de son fonctionnement, Que je plus paye ça un se pète la impôt gueule. avec moi, visiblement, ils gagnent, hein. Oui, en impôts, oui. Ils se mettent bien. Ouais, avec ce qu'ils me prennent tous les ans, je peux dire qu'ils y perdent pas au change. Non, mais sans partir dans la théorie du complot, en fait. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de complot. C'est transparent. L'État n'est pas là pour te rendre riche et heureux. L'État est là pour faire fonctionner un pays. Ouais, C'est c'est pas clair. du tout le même but. Le but de l'État, c'est pas le bonheur de l'individu, c'est pas le bonheur de la nation. C'est le fonctionnement et la cohésion. C'est en fait qu'on arrive à faire marcher 70 millions de personnes ensemble. Et ça nécessite en fait une fabrique à moutons. Mais c'est vrai pour tous les pays du monde. Mm, mm. Quand on comprend ça, sans dire c'est bien ou c'est mal, en fait, juste c'est les faits. Cela est, c'est le sujet. Il n'y a pas de théorie du complot, en fait. L'État, il a un rôle et c'est pas de te rendre compte, hein. Fais-en ce que tu veux après. Mais le Ouais, rôle c'est de vrai. l'État, c'est pas de nous rendre heureux. Ça l'a jamais été. C'est vrai. Et en plus, même quand tu regardes les promesses présidentielles ou ce genre de trucs, ils en parlent pas en fait du bonheur. Jamais. À Mais aucun non, moment on mais te dit voilà, tu c'est vas c'est kiffer ta pas, life avec nous. c'est pas leur job. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et le problème, c'est qu'on a eu, et là on va basculer sur le truc politico-économique, hein, mais moi j'aime bien, on a eu tellement un État-providence qui a voulu donner, que en fait les gens ils ont commencé à se dire ah l'État il me sauve pas, c'est mal. Et on a un syndrome de Cartman national là, hein, Pas complètement. on est dans le triangle en fait, c'est l'État me sauve pas donc c'est mon bourreau. Mais c'est pas son rôle. Le rôle de l'État n'est pas de sauver les gens.
Le rôle de l'État, c'est que le pays fonctionne. Alors, ça n'empêche pas que aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tout ce qui est en train de se passer sur la planète, etc., il y a tout qui déconne et il y a tout qui a à voir en profondeur. Hein. Le fait qu'il y ait des gens qui travaillent ultra dur et qui sont en train de crever de faim, c'est pas du tout normal en fait. Et je te parle même pas de sur la planète, hein, je parle juste au niveau national déjà. Tout ça déconne, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit le rôle de l'État de le régler en fait. Et que ça devrait être une initiative citoyenne, d'entreprise, d'association, mais pas de l'État en fait. Après, je pense que de toute façon, tu fais fausse route à partir du moment où tu comptes sur l'État d'une manière ou d'une autre. Parce que comme tu dis, leur rôle, c'est faire fonctionner un pays, c'est pas de faire fonctionner toi en individuel. Donc, il faut le voir de la même manière. Il faut te dire, bah, ok, bah, si personne ne s'occupe de moi, qui va s'occuper de moi? Bah, toi, en fait. C'est toi qui t'occupes de toi. Donc, à toi de te démerder. Et je Oui. pense que c'est là le postulat aussi d'un entrepreneur. C'est que si tu veux être un bon entrepreneur, à la base, tu comptes sur personne. Tu recrutes, tu délègues, tu as des employés, tu as machin, ce que tu veux. Mais celui qui se démerde au final, ça reste toi. Et quand tu prends cette responsabilité, et j'en reviens à cette notion aussi de responsabilité, euh, quand tu es responsable, à aucun moment tu te dis je compte sur l'État pour m'apporter telle aide, tel truc, tel machin, sauver mes libertés, tout ça. C'est toi qui prends tes libertés, c'est toi qui prends tes droits et c'est toi qui te démerdes à faire la vie que tu veux en fait finalement. Complètement. Et tu soulèves un point important, en fait, le principe de responsabilité, qui nous ramène de nouveau au monde du coaching. Hein. On va essayer de recentrer un peu comme notre débat. Et je vois beaucoup de clients, alors chez moi, pas trop, puisque je mets des barrières à rentrer sur ce truc-là, qui disent ouais, mais le coach, il m'a pas, moi j'avais voulu que. Principe de responsabilité, le coach ne te sauve pas. Le coach est là pour poser des questions, pour t'accompagner, pour te montrer un chemin, pour te guider, pour te. Et je ne sais pas, par contre, si le problème vient du marché, des prospects, clients, etc., qui n'ont pas bien intégré ça, ou si quelque part c'est aussi la responsabilité des coachs de ne pas assez bien le transmettre. Mais je trouve qu'on est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup dans un triangle de Karpman et dans un truc où les gens ne prennent pas la responsabilité. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que ça aussi c'est très européen. Et que par exemple, des Américains qui ont toute leur vie dû se démerder tout seuls parce que là-bas c'est marche ou crève, hein, il y a moins ce problème. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, parce qu'aux États-Unis, déjà, tu comptes pas sur la CAF, tu comptes pas sur les aides, tu comptes pas sur l'assistance sociale, tu comptes pas sur tous ces trucs-là. Tu te démerdes et tu fais ton crédit, tu galères financièrement. Si ta famille avait des crédits devant toi, bah, tu vas te les cuquer toi aussi. C'est dur là-bas. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Mais tu as déjà effectivement plus de responsabilités quand tu es aux États-Unis que quand tu es en France. En France, t'es chouchouté en fait par l'État pour justement te valoriser dans ta place de mouton en fait finalement. Ce qui est triste, hein, mais l'État fabrique des moutons, c'est en fait c'est comme ça. Après, je pense que la responsabilité elle est un petit peu partagée entre les clients, les prospects et les coachs qui doivent communiquer. Les clients parce que c'est à eux aussi de se dire ok je paye, mais je paye pour qu'on me dise quoi faire, mais il faut que je le fasse d'une manière. Et aussi les coachs de leur côté qui doivent appuyer sur ça, dire bon bah écoute bien, je vais t'aider, je vais te coacher, je vais t'accompagner, te poser les questions qu'il faut, etc. Mais tu restes responsable à 200% de ce que tu vas faire, de ce que je vais te dire. Donc c'est à toi de voir un petit peu comment tu avises en fait, qu'est-ce que tu vas faire de ce qu'on va faire en échange. Donc j'ai envie de te dire, tout le monde a une responsabilité à 100%. C'est comme, je prends la métaphore du couple. Dans un couple, c'est pas 50-50, c'est 100 et 100 de chaque côté. Mm. Et voilà. Et quand chacun prend 100% de responsabilité, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose de constructif. Complètement. Et pour moi, c'est un peu un couple en fait. Hein. Le client et son coaché, moi je vis ça un peu comme un couple. Euh, la relation, tu la fais à deux et tu mets aussi sur écrit. C'est pour ça qu'on a les contrats écrits sur contrat que en tant que client, tu prends 100% de responsabilité des choix que tu vas faire, des actions que tu vas mener, des résultats que tu vas avoir. Pareil pour le Mm. coach qui va dire, moi, ma seule responsabilité, c'est une responsabilité de moyens. Je connais mon travail, je vais le faire sur toi, mais tes résultats dépendent pas de moi, ils dépendent de toi, comment tu vas faire ce que je vais te dire. Donc voilà. J'ai toujours eu tendance à dire, et ça rejoint ce que tu dis sur le principe de responsabilité, en fait, c'est que les clients qui, entre guillemets, échouent, j'aime pas le terme, c'est leur responsabilité, tu vois. Ça veut pas dire que j'aurais pas pu mieux faire, hein. Ça veut pas dire que j'ai pas besoin de me remettre en question, mais ça reste leur responsabilité. Et les clients qui réussissent, en fait, je suis persuadé qu'ils auraient réussi sans moi aussi. C'est juste qu'ils ont trouvé que ma méthode pour y arriver était mieux qu'une autre. Mais que de toute façon, c'est des personnes qui auraient réussi, tu vois. Parce que, en fait, c'est des personnes qui prennent la responsabilité, qui appliquent. Et derrière, en fait, ils ont juste une personne qui est assez solide en face pour leur montrer un chemin. Pas le bon chemin, un bon chemin. Bah, en fait, c'est des personnes qui y arrivent, en fait. Et ça, c'est vrai dans le coaching en amour, santé, perte de poids, business, mindset, déblocage, développement personnel, PNL, ce que tu veux. Je pense qu'au final, tu as des gens qui sont câblés psychologiquement pour sortir de la situation désagréable où ils sont. Et tu en as d'autres qui ne sont pas prêts. Ça veut dire qu'ils n'y arriveront jamais.
Ça veut dire que en fait, c'est pas le bon moment. Et ça ramène aussi une responsabilité du coach de, quand tu repères une personne comme ça, même si elle veut payer, même si elle a l'argent pour payer, d'être capable de lui dire non, Ouais. sachant même que de toute façon, elle va aller dépenser l'argent chez le voisin. Mais pour te dire, moi, je n'alimente pas ce système-là, quelque part. Bah, c'est pas moral. C'est pas moral. Alors, je peux comprendre un coach qui est en galère de thunes et qui se dit il me faut, il me faut, il me faut. Sauf que si tu penses avoir besoin de clients, et ça c'est Steve Chandler qui le dit, qui je trouve excellent dans ses bouquins, il dit si tu penses avoir besoin de clients, en fait, tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'un salaire, et ce salaire, il va te dégager un petit peu cette peur de manquer. Hmm. Et là, tu peux être bon et pertinent dans ton métier de coach. Donc, c'est important de déjà sortir la question de l'argent et d'arriver, c'est un conseil que je donnerais du coup à quelqu'un qui démarre, commence avec de l'argent. Commence pas à zéro en te disant Ouais. je vais faire de l'argent en trouvant des clients. Commence avec de l'argent, signe des clients, mais en étant détaché en fait des finances. Et là, tu pourras bien servir ton client. Donc voilà. Après, il y a aussi cette notion de métaphore du coach sportif. Moi, c'est celle que j'utilise quand il y a un petit peu quiproquo sur le principe de responsabilité. C'est que je vais dire, voilà, moi, je vais dire de faire des pompes. euh, mais je vais pas faire les pompes pour toi. C'est toi qui vas devoir les faire. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu n'es pas OK avec ça? Si tu l'es pas, c'est pas grave. Hmm. Effectivement, tu n'es peut-être pas prêt. Mais je peux pas faire les abdos, les pompes pour toi. Donc, ce qui est bien avec la métaphore du coaching sportif, c'est que vu que c'est physique, tu peux palper vraiment le truc et te dire, OK, je comprends qu'il y a cette notion de c'est moi qui fais, c'est toi qui me dis, Ouais, et pas le contraire. complètement. Et tu l'as dit aussi, il y a beaucoup trop de gens qui veulent se lancer alors qu'ils ont moins de 15 jours de cash devant eux, en fait. Et ça pose un vrai problème parce que, bon, en dehors du fait que le manque d'argent, tu as un petit point de QI en moyenne, hein, c'est une étude suisse qui l'a prouvé, c'est surtout qu'en fait, c'est des gens qui, moi j'appelle ça, ils vont faire le pouls sans tête, ils vont partir dans tous les sens, shiny object syndrome, ils vont courir. Ils sont dans la merde, en fait, il faut qu'ils trouvent une solution en 15 jours. C'est possible de trouver de l'argent en 15 jours, mais c'est pas comme ça qu'on développe une entreprise pérenne, tu vois. Non, c'est clair. Et moi, je sais que, par exemple, les seuls clients qu'on prend qui ont moins d'un mois de trésor, c'est s'ils ont une expertise de ouf sur un truc, qu'ils ont une audience, et que je sais qu'il y a juste à packager deux, trois trucs à l'intérieur et qu'ils vont signer des clients dans les 3 jours, tu vois. Mais ça, c'est des exceptions. Hein, c'est des anomalies dans le tableau, il y en a très peu. C'est les seuls que je prends quand ils ont moins de 3 mois de trésor. Parce qu'en fait, en moins de 3 mois, tu fais rien de stable. Tu peux faire des quick wins, tu vois, mais tu fais rien de stable et de sérieux sur la durée, en fait. Et ça, tu as dû l'observer aussi. Ah oui, clairement. Ah oui, oui, clairement. Après, en plus, c'est des clients, ils vont te demander un paiement en 5, 10, 30 fois. Alors, je me souviens, moi, c'était au début, hein, quand j'étais vraiment dans le manque, j'ai signé une cliente en 60 fois, au point que je voulais. Et c'était énorme, énorme. Ça fait beaucoup Euh, de 60 quand même. Hein. Ah, tu voulais des anecdotes? Moi, mon record, c'est 12. Hein. Ouais, c'était 60. Bah, j'ai coupé les paiements, hein, mais c'était un truc de malade. Donc, j'ai dit, écoute, on arrête les paiements, je t'offre le produit, c'est moi qui ai merdé sur le paiement. J'ai reconnu ça. Mais c'est vrai que quand je pense à ça, je me dis ça va parce que la cliente, je l'ai quand même bien servie, j'ai été bon avec et j'ai bien fait mon taf avec elle. J'ai juste merdé les modalités de paiement, clairement. Mais aujourd'hui, ça ne me viendrait pas l'idée de faire un paiement comme ça. C'est pas respectueux non seulement pour moi en tant que coach, mais pour elle en tant que cliente. Ah, Je fais un crédit sur. la charge Ah mentale de ouais, devoir payer pendant 5 ans. Quelle ah horreur. ouais, c'est trop, c'est trop. Donc non, ouais, franchement, c'est important de dégager la question de l'argent. À aucun moment, Ouais, ça doit être un problème en fait, l'argent sur une transaction coach-client, quoi. je suis d'accord. Est-ce que tu as des anecdotes marrantes? Parce que là, on a parlé quand même de trucs un peu lourds, un peu graves, un peu sérieux, etc. Et c'est quelque part aussi le but de cette émission. Mais est-ce que tu as des anecdotes un peu drôles du monde du coaching? Ah, moi, je suis très dans la critique, dans le monde du coaching. Il y a beaucoup de choses que j'attaque, d'autres que je défends. Donc, je vais peut-être pas dire drôle. Une fois où j'étais inutile, par contre, clairement, et peut-être c'est marrant, c'est un client du coup que j'ai signé. Et en fait, il a fait ses ventes juste parce que j'ai cassé quelque chose dans sa tête en le signant. C'est En déjà fait, arrivé. il s'est dit, ouais, c'est bon, maintenant que j'ai payé un coach, je vais être trop bon. Et en fait, il était convaincu de ça. Le jour d'après, il a fait 3 ventes à 2 000 euros. Il s'est dit, bon, bah, je viens de faire 6 000. Moi, je l'avais payé, il m'avait payé 2 000, donc c'était un petit truc. Il fait, bon, bah, ça t'embête si on arrête? Donc j'ai dit, bah, écoute, je te rembourse, il n'y a pas de souci, ça me va. Et il y a eu cette notion de, je te donne 2 000. En échange, je lui ai filé l'énergie de croire qu'il pouvait faire 6 000. Il a fait ses 6 000. Il m'a dit, bah, j'ai plus besoin de toi. Donc je suis resté con. Je lui ai dit, bah, reprends ton argent, il n'y a pas eu de coaching. Donc, euh, donc voilà. Et Je l'ai déjà vu ça. Et je pense c'est que ouf. ça vient du fait que deux choses. La personne, déjà de un, elle se rend compte qu'elle vaut cette somme. Donc tu Ouais. vois, elle monte sa valeur interne parce qu'elle dit j'ai investi ça sur moi, donc c'est que je vaux ça. Et il y a un autre truc qui se débloque dans sa tête, c'est si moi je paye 2, 3, 4, 5, 10 000 pour du coaching, ça veut dire qu'il y a des gens qui payent pour ça. Et donc ça veut dire que j'ai le droit de le vendre aussi. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, enfin, personnellement aussi en tant qu'entrepreneur et pas en tant que coach, pareil, quand je paye un coaching cher, derrière, il y a des ventes qui tombent en fait naturellement parce que je me dis, ah ouais, Ouais, si moi je peux pareil. le faire,
tout le monde peut le faire en fait. Donc, Voilà, là où je fais le plus de ventes, c'est quand j'achète des programmes de formation, accompagnement. Moi, actuellement, je me forme aux US sur des trucs précis, tu vois, pas du coaching général. Et j'achète un truc, genre, on va dire entre 2 et 5 000 en moyenne en général. Je regarde l'intérieur, je vois que c'est tout pété. Je vois que ce que je fais, c'est 20 fois mieux. Et je suis d'autant plus motivé à le vendre en disant, OK, d'accord, si eux, ils vendent ça à ce prix-là, moi, je peux faire mieux que ça, hein. c'est vrai que ça fait du bien de regarder la merde des autres aussi. De se Ouais, dire, de bah, temps en temps. Ouais, mais ça détend, ça ah rassure, ouais, tu vois. ah ouais, ouais. Se dire, les Américains, là, qui font 25 millions, leur produit, il est tout moisi. Alors, ça veut dire aussi que j'ai 1 million de choses à remettre en question sur ma façon de travailler, hein. Mais, mais ça fait du bien à l'ego de se dire, mon produit vaut mieux que ça, quand même. Après, ça poserait la question un petit peu de est-ce que l'éthique c'est rentable en fait? Parce que quand tu vois qu'il y en a qui sont pas éthiques et qui sont méga rentables, euh, est-ce que l'inverse marche aussi en fait? Est-ce que tu fais beaucoup d'argent parce que tu es éthique? Moi je dirais que oui, parce que tu développes quand même un gros niveau de magnétisme, tu attires naturellement les gens à toi par ton énergie. Mais C'est une toi, qu'est-ce question que t'en penses? c'est une question d'horizon de temps. Celui qui s'en bat les couilles, à 6 12 mois, il fait plus d'argent que l'autre. Mais probablement qu'au bout de 3 5 ans, soit il vire sa boussole morale du bon côté, enfin, bon côté, c'est bien, mal, tout ça, hein. Soit il va finir par arrêter son entreprise, il ne sera plus aligné. On a vu des gens sur le marché francophone, hein, qui faisaient 1, 2, 3, 5 millions et qui ont du jour au lendemain arrêté. On a dit, non, je ne peux plus faire ce métier, ça me donne envie de vomir. Je n'arrive plus à me regarder dans le miroir. On en a vu s'arrêter. Donc, si ton horizon de temps, c'est le long terme, en fait, fais les choses bien. Puisque Ouais. c'est pas aussi facile à horizon 3 mois, tu vois, mais sur le long terme, de toute façon, à un moment, le track record va prendre le dessus, tu vois. Donc, et moi, j'ai vu des gens sur le marché francophone, parmi les plus grands, qui au début faisaient des trucs franchement limites, et qui à un moment, eux aussi, en fait. Parce que, en fait, tu arrives à un certain niveau d'argent, tes priorités changent, tes interrogations changent, ta boussole morale, elle bouge. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient en mode les millions, la croissance, etc. Et qui aujourd'hui sont bons. On va peut-être essayer de transmettre autre chose au monde. Donc, quelque Se faire part, régler tout avec son suit son argent. chemin, quoi. Hmm, hmm. Non, moi, ça me fait de la peine de voir aussi le contraire, de voir ceux qui commencent ultra bienveillants. Et aujourd'hui, le client, c'est un chiffre, quoi. Ça fait de la peine. Parce que tu te dis, C'est putain, dommage. tu commences, ton business, il est génial, il y a vraiment un branding, une énergie, un truc particulier que tu payes, que tu es content de payer. Mhm. Et en fait, tu sors de là, tu dis finalement, le produit, il assure pas. Il n'y a pas de résultat, il n'y a rien qui se passe. Les clients sont mécontents. Et moi, ça me rend content d'un côté parce que je me dis, bah, effectivement, pour toi ou moi, c'est facile de créer un produit qui fonctionne bien parce que on connaît notre métier, on est bon dedans, donc on sait que ça va marcher et on va servir nos clients correctement. Mais de l'autre côté, enfin, pour moi, c'est pas normal que on récupère des clients cassés en fait. Oui. Qu'il y ait un client qui sorte d'un produit, j'ai payé 5 000, j'ai payé 8 000, j'ai payé 10 000, j'ai pas eu de résultat parce qu'on s'est foutu de ma gueule en fait. Ça a pas fonctionné pour moi. Euh, et toi ou moi, bon, on va les récupérer. On va dire, bon, bah, il faut d'abord peut-être faire un travail de réparation sur les croyances, sur le rapport à l'argent, sur le rapport au business, sur le rapport au marketing, sur le rapport au coaching. Mhm. Et ensuite, pouvoir faire notre travail normalement. Et pour moi, ça devrait pas exister en fait. Après, c'est mon côté un peu utopiste du business, mais c'est vrai que. Moi, il y a certains concurrents, tu sais, je récupère régulièrement des gens de chez eux, etc. Et je les appelle les usines à burn-out. Ouais, ouais. Je pense que tu connais l'intérieur des programmes, tu connais les programmes en question, je pense t'expliquer pourquoi. C'est trop On- triste. C'est on- trop triste. Ouais, c'est C'est dommage. trop dommage. C'est dommage parce qu'il y a d'autres façons de faire. On arrive tout doucement à la fin de cet entretien. J'aimerais finir sur une question. C'est quoi pour toi être un bon coach? Déjà, c'est être soi pour commencer. Un bon coach qui s'assume pas dans les parties cool et les parties beaucoup moins cool, je pense pas qu'il puisse être bon en coaching. Mhm. Un bon coach, c'est quelqu'un qui a des outils, qui a conscience de ses outils et qui sait comment les utiliser. Un pompier, il peut savoir comment éteindre un feu. S'il n'a pas sa lance incendie, il va rien éteindre du tout. Il peut sauter dessus et c'est lui qui va se cramer. Donc, important d'avoir aussi une maîtrise d'outils. Et l'amour de ça aussi. Si t'aimes pas le métier, le fais pas. Surtout que c'est un métier de rapport humain où c'est Ouais. profond, où ton client il va avoir du mal sur certains points, il va avoir besoin de temps, il va avoir besoin d'écoute, il va avoir besoin de critique aussi. Donc il faut savoir critiquer constructivement. Donc pour moi, le coaching, ouais, c'est un métier de passionné. C'est un métier de quelqu'un qui est outillé. Et c'est un métier où on se détache aussi du résultat, on est là pour le client. Et pour moi, un coaching qui a fonctionné, c'est pas forcément un coaching qui a fait du résultat. C'est un coaching où le client il ressort plus heureux. Il se dit c'est bon, j'ai grandi en fait avec cette personne. Je Donc suis d'accord. voilà, il y a pas forcément cette notion de si je te paye pour faire 10 000 mais que je fais pas 10 000 mais que je me sens mieux dans ma peau, pour moi c'est une réussite, c'est pas un échec. Donc il y a vraiment Mhm. cette notion-là de bien faire son métier, quoi.
Bah, écoute, c'est un très beau mot de la fin. Merci pour ton temps, Mathis. Merci d'avoir partagé tout ça. On a parfois dévié un peu du sujet, mais je pense que cet entretien sera intéressant pour beaucoup de coachs. Et c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Trop bien, c'est trop cool aussi. Merci. Parole de coach est déjà finie. J'espère que cet entretien t'a plu. J'espère que tu as aimé cette discussion. Et tu as vu, on a ouvert nos gueules comme d'habitude. Si tu veux en savoir plus sur Baptiste ou sur moi, n'hésite pas. Tu regardes les liens dans la description. Très vite.